Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment fascinant, les stratégies de chasse incroyablement élaborées des orques en Antarctique pour attraper les phoques sur la banquise. Et pour nous éclairer là-dessus, on a la chance d'avoir notre experte avec nous. Bonjour. Oui, c'est un comportement absolument remarquable. Ça montre bien leur intelligence, leur capacité de coopération, surtout dans un milieu aussi extrême. Alors, justement, comment ça se passe concrètement? J'imagine qu'il faut d'abord repérer la proie, ce qui ne doit pas être simple dans cette immensité blanche. Exactement. La première étape, c'est l'observation. Elles ont une technique bien à elles, le spy hopping. L'orque sort la tête de l'eau, bien droite, parfois même jusqu'aux nageoires pectorales. Comme ça, hop, elle a une super vue, elle fait un petit tour d'horizon pour voir s'il y a un phoque quelque part sur un bout de glace. Souvent, il y en a plusieurs qui le font en même temps, surtout les jeunes d'ailleurs. Ils apprennent. D'accord, le spy hopping. Et une fois qu'un phoque est localisé, euh, comment le groupe est mis au courant? Vous parliez de communication. Oui, tout à fait. Elles utilisent des vocalises spécifiques pour prévenir les autres. Et cette phase d'observation, ce n'est pas juste regarder, hein. Ça montre déjà qu'elles planifient. Elles évaluent la situation, la position du phoque, avant de lancer quoi que ce soit. C'est réfléchi. Impressionnant. Et après cette reconnaissance vient l'attaque fa. C'est là qu'intervient cette fameuse technique de la vague, le wave washing. Ça a l'air spectaculaire. Ah oui, là on entre dans le vif du sujet. C'est sûrement l'étape la plus visuelle, la plus forte. Vous avez 4 ou 5 orques qui se mettent vraiment côte à côte, très serrés, et là elles chargent, tout ensemble, vers la plaque de glace. Et juste avant l'impact, paf, elles pivotent tout en même temps sur le côté. Ce mouvement synchronisé, ça crée une vraie vague puissante qui va déferler sur la glace. Une vague créée de toutes pièces. Mais dans quel but exactement? C'est pour le faire tomber? L'objectif est double en fait. Soit la vague est assez forte pour casser la plaque de glace, carrément. Soit, plus souvent, elle va juste déstabiliser le phoque, le faire glisser et plouf, il tombe à l'eau. Et ça ne marche pas toujours du premier coup. Attention, elles peuvent recommencer plusieurs fois. Elles ajustent l'angle, la vitesse. Elles sont persévérantes. La coordination que ça demande, c'est fou. Ça nous en dit long sur leur intelligence collective, j'imagine, hein? Énormément. Ça demande une synchronisation parfaite, une communication presque télépathique, on dirait. Et ça montre qu'elles comprennent intuitivement comment créer cette vague, la physique derrière. Ce n'est pas juste de la force brute, c'est de la stratégie appliquée. Et on parle d'un type d'orque bien précis, le type B1, spécialisé là-dedans. Et une fois que le phoque est à l'eau, c'est gagné pour elle? Ou il y a encore d'autres étapes? Non, pas forcément terminé. D'autres tactiques peuvent entrer en jeu. La matriarche, par exemple, qui a plus d'expérience, elle peut guider le groupe. Elle peut faire pousser la plaque de glace vers une zone plus dégagée ou aider à mieux positionner tout le monde pour la suite. Une fois le phoque à l'eau, elles peuvent l'encercler pour qu'il ne puisse pas s'échapper. J'ai lu quelque part qu'elles utilisaient aussi des bulles. C'est vrai ça? Oui, oui, c'est une autre astuce assez incroyable. Elles peuvent relâcher des milliers de bulles sous l'eau. Ça crée comme un rideau, un mur de confusion. Le phoque est désorienté, il ne sait plus où aller. Malin. Très malin. Et même pour l'attraper, elles sont prudentes. Elles le saisissent souvent par les nageoires de derrière. Pourquoi? Pour éviter de se faire mordre par le phoque qui se défend, ce qui pourrait être dangereux pour elles. C'est fascinant. Elles manipulent l'environnement, anticipent les réactions. Mais est-ce que toutes les orques savent faire ça? C'est courant comme technique? Eh bien non, justement. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant. On estime qu'il y a seulement une centaine d'orques, principalement de ce fameux type P1 antarctique, qui maîtrisent cette chasse par vague. Ce n'est pas du tout un comportement instinctif qu'on retrouve partout, c'est très spécifique. Donc, si ce n'est pas de l'instinct, ça veut dire que ça s'apprend, comme nous. Exactement. C'est un savoir-faire qui est transmis, de génération en génération. Les adultes montrent aux jeunes, ils leur apprennent activement. On a observé des séances d'apprentissage qui peuvent durer longtemps, hein, parfois plus d'une heure. La proie est gardée en vie exprès pour que les jeunes puissent s'entraîner, sous l'œil des experts. Une vraie école de chasse, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Ça ressemble fort à de la transmission culturelle, beaucoup plus qu'à de l'instinct pur. C'est un apprentissage social. Une culture propre à ce groupe d'orques. On peut vraiment parler de culture, oui. Le fait que ce soit si localisé et enseigné, ça pointe vers ça. D'ailleurs, elles sont efficaces, hein. Leur taux de succès peut atteindre 75%. Et les chasses peuvent durer 1 heure, voire 2.
Ça montre bien que la méthode marche, mais qu'elle demande aussi de la persévérance, de l'investissement. C'est un exemple magnifique de coopération et d'innovation animale. Alors, si on récapitule, on a une observation méthodique, le spy hopping, puis une attaque coordonnée spectaculaire, le wave washing. Ensuite, des tactiques plus fines, comme les bulles, la capture prudente par l'arrière. Et tout ça, c'est un savoir qui se transmet. C'est exactement ça. Ces stratégies, elles nous ouvrent une fenêtre sur l'intelligence collective de ces animaux, sur leur communication complexe et leur capacité d'adaptation incroyable. Elles ont inventé et elles enseignent un savoir-faire hyper sophistiqué pour survivre dans un milieu difficile. Ça nous amène forcément à nous demander jusqu'où vont ces capacités culturelles chez les cétacés. Qu'est-ce qu'on ignore encore? Merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur cetac.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.